Bienvenue sur Congo Liberty. Nous recevons aujourd'hui Justin Balunga, activiste et universitaire congolais qui enseigne en France. Bonjour. Bonjour mon cher Mingo. Alors, ça fait quand même un moment qu'on ne vous a pas vu sur Congo Liberty. Moi, j'ai eu du mal à vous avoir en tout cas à faire en sorte qu'on vous interviewe. Est-ce que vous vous êtes mis en retrait de la République ou vous êtes tout simplement dans une réflexion sur le Congo-Brazzaville, votre pays d'origine? Non, même si je ne suis pas sur Congo Liberty, mais ce combat, je le mène sous d'autres formes. D'aucuns pensaient que ça aurait été une course de vitesse, mais finalement, on se rend compte que c'est une véritable course de fond. C'est un marathon que nous menons face à ce régime. Et donc, il faut du temps, des stratégies, et cela prend du temps. Et donc, je suis toujours dans le combat, et voilà. Et je le mène sous d'autres formes également. Et puis à côté aussi, on a des occupations familiales et professionnelles qui font qu'on ne disparaisse pas, mais qu'on essaie de varier la manière de mener ce combat. Nous sommes en France où nous résidons tous. Il y a eu un événement démocratique, en tout cas l'élection d'un jeune président, Emmanuel Macron. Comme à chaque élection d'un président français, les Africains s'extasent et s'enthousiasment sur la capacité du nouveau président à renverser la table, c'est-à-dire à mettre en péril les relations franco-africaines, en tout cas france-africaines. Quel est votre avis à ce sujet? Oui, c'est une obsession africaine, franchement. Chaque fois qu'un nouveau président est élu en France, et tous nos espoirs sont fondés sur ce président en disant que cette fois-ci, on va voir ce que nous allons voir. Il va dégager tous nos dictateurs. Et ça fait plusieurs années où on attend ce moment-là. Ce moment n'arrive pas. Ce fut le cas hier pour François Hollande, qui a tenu un discours fort et exigeant envers tous ces dictateurs, notamment le dictateur du Congo. Mais 5 ans après, on se rend compte qu'il est toujours là. Et je pense que oui, je salue l'élection d'Emmanuel Macron par sa jeunesse, par sa vivacité. Et je pense que lui, il s'inscrit dans la durée. Il va terminer son mandat à 44 ans, donc il aura envie de briguer un second mandat. Et je pense qu'avec lui, il ne fera pas tout le travail. Je pense que le véritable travail, il incombe aux Africains nous-mêmes. Parce que quand bien même ils disent qu'on ne veut plus de cette France-Afrique qui maintient les pays africains dans une autre forme de colonisation. Mais entre-temps, nous-mêmes, les Africains, qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que les Congolais peuvent faire par rapport à ce que vous dites? Les Congolais sont sortis dans la rue en septembre 2015 pour manifester contre le changement de la Constitution. On a bien vu quand même que le président François Hollande est arrivé à la rescousse de M. Denis Sassou Nguesso. Lorsqu'on prend tout cela en compte, quand vous dites que les Africains doivent se prendre en charge, je suis d'accord avec vous, mais que doivent-ils faire exactement? Oui, mais pour le cas spécifique du Congo, c'est vrai qu'au moment où le dictateur de Brazzaville veut modifier la Constitution pour se maintenir au pouvoir, c'est vrai que le peuple était monté au créneau pour en découdre avec le système. Mais ce qui a manqué finalement, c'est peu de choses, c'est parce qu'on n'a pas une véritable opposition. C'est une opposition de façade qui existe au Congo, parce que le peuple, quand il s'est retrouvé en rassemblement vers le stade Massamba Débat, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas une séquence suivante. Qu'est-ce qu'il fallait faire une fois qu'on est rassemblé? Il n'y avait pas une suite à cela. Et moi, j'étais d'autant plus déçu et étonné en discutant avec un des leaders politiques qui faisait partie, qui m'avait dit que... C'est qui cet homme politique-là? On ne peut pas lui dire parce qu'on est sous antenne, il y a des choses qu'il faut garder secret parce que ça risque d'être mal interprété dans certains milieux, et je pense qu'on peut en parler en aparté. Et quand il m'a dit qu'on ne s'était pas entendu de la suite, je me suis dit mais il ne fallait pas convoquer cette réunion. Lorsque vous dites qu'au Congo-Brazzaville, il y a une opposition de façade, est-ce que vous n'êtes pas trop dur avec les hommes politiques congolais, en tout cas ceux qui se déclarent de l'opposition? Et qu'est-ce qui vous fait dire ça? Ce qui me fait dire ça, d'abord, le visage de la classe politique congolaise, finalement, c'est les mêmes. Tous ceux qui se proclament de l'opposition au Congo ont été du système, ont travaillé avec le dictateur de Sassou Nguesso. On peut même les citer, la liste est longue. Quand on prend Mounari,
voilà, il a travaillé avec le système. Quand on prend Boao, c'est des gens du système. Quand on prend Nzo Mathias, tous, ils sont du système. Et je pense qu'il y a une contradiction entre les véritables souhaits du peuple qui veut un changement radical et eux qui veulent un changement à minima, c'est-à-dire faire partir M. Sassou Nguesso, le dictateur, et finalement le remplacer tout simplement, alors que le peuple veut un changement radical, il ne veut plus de ce système-là. Hein, Monsieur Justin Balonga sur Congo Liberté, vous allez m'excuser, mais j'ai envie de rebondir sur ce que vous venez de dire. Est-ce que la diaspora congolaise n'est pas trop exigeante, en tout cas? Est-ce qu'elle n'est pas du tout déconnectée? Est-ce que votre radicalité n'est pas n'a pas pour conséquence le fait qu'aujourd'hui, les hommes politiques congolais qui se réclament de l'opposition en arrivant à Paris n'osent même plus organiser des réunions publiques? Est-ce que ce n'est pas dû à cette radicalité que j'entends, en tout cas en vous? Non, ce n'est pas une radicalité. Nous sommes dans la justesse du combat. Parce que nous sommes du côté du peuple. Nous ne craignons rien. Parce que eux, en fait... Mais c'est dur sur le terrain. Ceux de Brazzaville, non, ce n'est pas dur sur le terrain. Mais de toute façon, ce combat-là, il y aura forcément des victimes. On ne peut pas en découdre avec un dictateur et en se disant ben, j'aurai la vie sauve. Non. Parmi nous tous qui militons pour ce combat-là, qui est très fort face à une dictature, ben, il y aura des représailles. Des représailles, il y en aura. Donc ces hommes politiques, en fait, ils ont endossé les habits d'opposants sans pourtant mesurer les conséquences là où ça pourrait les amener. Et là où ça peut les amener, soit c'est la prison, soit c'est la mort, ou soit se faire bastonner par la police. Et je pense que sur ces trois conditions-là, et même, je prendrai un exemple, à l'époque des luttes raciales aux États-Unis, le critère de recrutement dans le mouvement de Martin Luther King, il y en avait trois. Un, accepter d'être bastonné par la police. Deux, accepter d'être emprisonné. Et troisièmement, pour le combat, accepter de mourir. Mais je pense que ces trois conditions ne sont pas réunies pour nos opposants de Brazzaville. Et qui disent que nous, de Paris, nous sommes exigeants, c'est parce que nous, on a peur de rien. Vous êtes au chaud quand même, vous êtes au chaud pendant que les autres sont au charbon. Non, il n'y a pas de charbon, nous aussi, nous sommes au charbon aussi. Hein? Alors, mais comment expliquer, excusez-moi, je vous laisse terminer. Oui, mais nous aussi, nous sommes aussi dans ce combat qui est exigeant aussi, nous prenons des risques. Certains d'entre nous ne peuvent plus aller dans ce Congo. On a des familles là-bas, nous perdons des parents. Nous ne pouvons plus aller faire le deuil avec nos parents là-bas. C'est aussi un problème difficile. Justin Balonga sur Congo Liberty, comment pouvez-vous interpréter le fait que Parfait Kolela a séjourné en France sans organiser de réunion, Mathias Nzo n'organise plus de réunion lorsqu'il est en séjour à Paris, et Tsassé Mabiala non plus? Est-ce que c'est plutôt du mépris envers la diaspora congolaise ou tout simplement, comme le disent certains, ils ont peur de rencontrer la diaspora congolaise? Non, mais moi, je pense que c'est pas à moi de répondre à leur place. Hein. Je pense qu'ils sont bien placés pour le dire. Et ce que je sais que tous ces noms que tu cites, même s'ils n'ont pas eu de réunion organisée formellement avec la diaspora, mais n'empêche, quand je te dis que nous rencontrons un certain nombre de ces hommes politiques quand ils viennent à Paris, c'est d'ailleurs à cette occasion que moi j'ai eu l'opportunité de rencontrer un opposant congolais. Vous êtes un privilégié. La question que je vous pose, c'est par rapport à tous ces membres de la diaspora congolaise qui ne connaissent pas, comme vous, ces hommes politiques congolais-là. Est-ce que vous trouvez normal que ces hommes politiques arrivent en France, ils se déclarent de l'opposition, il y a eu une élection présidentielle, il y a eu des morts au Congo, ils ne daignent pas d'organiser une réunion où ils donnent leur part de vérité? Ben oui, mais de toute façon, leur part de vérité, ce n'est pas à Paris. La part de vérité, d'abord, ils la doivent au peuple congolais. C'est au Congo d'abord. Le combat politique est sur le terrain au Congo. Nous sommes ici qu'une partie des Congolais. Donc cette part de vérité-là, ils doivent la dire aux Congolais, mais ils ne l'ont jamais dit. Et aujourd'hui, c'est tout à fait normal quand ils arrivent ici qu'ils soient boudés par une partie des Congolais qui sont en France. Et ils savent très bien qu'en organisant une réunion, comme ils le faisaient par le passé, ça se passera très très mal. Et c'est pour cela, ils se cachent. Pour certains, ils se cachent. Et d'autres essaient de voir individuellement des personnes ici et là, sans pourtant organiser des rassemblements dans les hôtels parisiens comme on en avait l'habitude. Justin Balonga sur Congo Liberty, je vois que vous avez vraiment, comment dire, la gouaille, vous êtes dynamique, vous pensez au pays, mais moi
conseillerais plutôt, si vous voulez changer les choses, d'aller vous présenter aux prochaines élections législatives de juillet 2017. Vous êtes enseignant en France, vous avez un doctorat, pourquoi ne pas aller sur le terrain en vous confrontant au suffrage universel? Vous pouvez être député de Bakoro, notre circonscription, puisque tous les deux nous sommes de Bakoro. Ben oui, tout à fait. Non, mais je souris tout simplement pour dire que ça ne suffit pas d'être docteur en droit ou en physique pour se présenter aux élections ou d'être enseignant pour le faire. Je pense que on ne peut pas. Le problème de base qui est au Congo, c'est que avec le système actuel, on ne peut pas faire des élections libres et démocratiques. Des élections libres et démocratiques, j'insiste bien, parce que les conditions ne sont pas réunies. Participer aux élections législatives au Congo aujourd'hui, c'est cautionner le régime du dictateur, tout simplement, puisque les conditions ne sont pas réunies. Et d'autant plus qu'il y a une région qui est occupée par l'armée. Mais vous savez aussi, on y reviendra en tout cas sur le pool, que la politique de la chaise vide est une mauvaise chose. Donc autant avoir quelques députés qui feront entendre la voix du peuple opprimé au sein du Parlement. Mais non. De toute façon, le système qui est en place à Brazzaville, qui a verrouillé l'espace social, qui a verrouillé l'espace politique, quiconque osera se présenter et quand ils sont sûrs que celui-là ne posera de problème, soit tu te fais arrêter, parce que c'est la logique du système, ou soit tu seras préélu tout simplement, tu seras ridiculisé puisque les suffrages sont octroyés par eux-mêmes. Pour eux, c'est des chiffres arithmétiques. Ils donnent 20%, 40%, 70% à ceux qu'ils veulent, qui sont avec eux. Mais vous aurez peut-être un peu de chance à ces élections, en tout cas l'opposition, parce que M. Pierre Ngolo, secrétaire général du PCP, ne se présente pas. On lui promet un poste de ministre d'État. M. Mungala ne se présente pas non plus aux élections à Sibiti. Il y a aussi le renouvellement. Oui, mais M. Denis Sassou Nguesso l'avait promis. Là, il le fait. Oui, mais pour moi, je pense que les élections, on ne peut pas aller aux élections organisées par un système illégitime. On va à une élection pour s'octroyer une légitimité. Mais quand on sait que le système qui l'organise lui-même n'est pas légitime, quand même, il y a un problème. Pourquoi aller cautionner un système qui est illégitime? Et il faut repartir à la base de ce système. Sassou Nguesso fait un coup d'État en 1977. Il fait un coup d'État en 1977. Alors, la constitution du 15 mars 92... on parle de 97. 97, pardon. 97. En 77, c'est l'assassinat. Voilà. Donc voilà. Oui, dénoncer que fini maintenant, notre pays a été souvent endeuillé par des coups d'État et que dorénavant, l'accession au pouvoir par les coups d'État n'est plus autorisée par la Constitution. Mais lui, il fait fi des textes constitutionnels. La Constitution, c'est la mère de loi dans un pays qu'il ne respecte pas. Et aujourd'hui, 20 ans après, il continue dans ce même processus d'illégalité au pouvoir, agissant toujours par la force. Mais moi, je ne peux pas, de mon point de vue, moi je suis un républicain, cautionner un régime qui n'est pas légitime. Alors, le régime n'est pas légitime comme vous le dites, mais les forces vives de la nation, en tout cas les principales forces politiques, c'est un secret de polichinelle, iront à ces élections législatives-là. On parle de Parfait Kolela, on parle de Tsatsi Mamiala, celui de Sefoka, de M. Borao et Mme Mounari ont appelé au boycott, mais n'ont-ils pas appelé au boycott parce qu'ils savent finalement qu'ils ne gagneront pas? Est-ce que vous trouvez normal que M. Tsatsi Mamiala et M. Parfait Kolela, ainsi que bien d'autres, aillent à ces élections? Mais je ne le trouve pas normal. C'est une lourde responsabilité par rapport à l'histoire politique, sociale et culturelle de notre pays. Participer à une telle élection qui est une mascarade. Et d'autant plus que Parfait Kolela est député de Kinkala. Et aujourd'hui, c'est une région qui est pillée par une armée d'occupation de Denis Sassou Nguesso. Pourquoi? Comment va-t-il mener sa campagne dans cette partie de sa région qui est occupée? Pour lui, juste pour les téléspectateurs de Congo Liberty, il y a un décret qui a été pris pour que les candidats, en tout cas ceux qui devaient concourir dans les zones en guerre, vont systématiquement reconduire les députés sortants. Donc M. Kolela, normalement, doit être reconduit à l'Assemblée nationale populaire de M. Denis. Sans avoir été élu.
puisqu'il y a la guerre, on ne peut pas faire oui, mais non, mais terminons la guerre, ça montre qu'on est, oui, mais ça montre qu'on est dans une situation exceptionnelle. Quand on est en guerre, on ne fait pas des élections, on finit une guerre puisque une guerre, c'est une situation qui n'est pas légale, c'est une situation exceptionnelle. Il faut qu'on passe à la séquence suivante, c'est-à-dire une situation de non-guerre pour organiser une élection. Mais là, on est dans une situation de guerre et reconduire un député sans avoir reçu les suffrages de la population, ce n'est qu'au Congo ça existe. Parce qu'entre-temps, dans 5 ans, la politique, normalement, dans un pays bien organisé, a changé. Et les électeurs ont le droit aussi de changer, de prendre position par rapport aux différents candidats. C'est comme si on disait que Kolela Parfait, c'est le seul candidat qui peut se présenter dans sa circonscription. Non. Non, mais puisqu'il y a la guerre, il est quand même oui, mais normal on que ces populations soient représentées. Est-ce qu'aujourd'hui... C'est parfait, Kolela vient de demander. Mais oui, mais la question que je peux me poser, à quoi sert une assemblée au Congo? Elle ne sert à rien, si ce n'est qu'une simple chambre d'enregistrement qui cautionne les énormités d'un système géré par Denis Sassou Nguesso ou... voilà, ce n'est pas une assemblée en tant que telle, il n'y a pas une contradiction, donc il n'y a pas une urgence. L'urgence au Congo est ailleurs. L'urgence au Congo, c'est les besoins sanitaires d'un peuple. Au CHU de Brazzaville, par jour, il y a plus d'une centaine de morts. L'urgence, c'est quoi? C'est les écoles. Là, on a vu dans le sud du Congo une classe de 218 élèves. Mais c'est intenable, c'est ça l'urgence. Alors, l'urgence, comme vous dites, c'est donc le sanitaire, mais c'est surtout l'urgence de la région du Poul. En tout cas, dans la région du Poul, aujourd'hui, il y a une crise humanitaire que M. Denis Sassou Nguesso n'a pas reconnue. Il dit avoir des éléments en faveur de ses dires. En tout cas, il est à la poursuite de M. Ntoumi. Pour vous, M. Ntoumi, n'est-il pas responsable de la situation? Est-ce que c'était un résistant pour vous? En tout cas, il y a un débat au sein des Congolais. Certains disent que M. Ntoumi est un résistant, d'autres disent qu'il est complice de M. Denis Sassou Nguesso. Quel est votre avis à ce sujet? Non, mais là encore, je pense que quand il dit qu'il n'y a pas une crise humanitaire au Congo, qu'il n'y a pas une guerre dans le Poul, moi j'ai suivi, je pense que l'image que donne ce président de la République inspire à la fois un mépris, mais aussi s'inspire la pitié. Moi, je regardais cette séquence de Denis Sassou Nguesso avec ma fille, qui est née ici, qui a 16 ans, qui est en classe de première. Quand je lui dis, regarde le président congolais qui parle, il m'a dit, vraiment, papa, c'est celui-là votre président. Et ma fille de 16 ans a eu pitié vraiment de regarder ce président qui s'exprime déjà mal, et qui dit des propos qui sont un peu... Oui, mais non, mais il faut le dire. En 40 ans, non, mais en 40 ans, je pense, de pouvoir ou d'exercer du pouvoir, le Congo mérite mieux que celui qui est au pouvoir. Il excelle dans le péage du Congo, là, il a la palme d'or, mais dans le travail de régler les véritables problèmes du Congo, vraiment, c'est le décret zéro vraiment de la connaissance. Après, pour embrayer sur ce que tu disais sur Ntoumi, Ntoumi, c'est l'arbre qui cache la forêt. Le problème est ailleurs. Ntoumi, c'est un prétexte. Ntoumi, c'est un prétexte. Mais moi, aujourd'hui, je ne peux pas. Moi, je pense qu'au regard de ce qu'il a fait, dans le Poul, depuis tant d'années, depuis qu'il est revenu au pouvoir, les populations du Poul, constamment en déplacement, ce monsieur nourrit une haine viscérale vis-à-vis des habitants du Poul. Parce qu'on se rappellera de son discours à Kinkala sur le goût du sang et les larmes des autres. Mais c'est lui qui est responsable de tout ça, des pleurs des autres, du sang des autres. C'est lui, il se délecte du sang des gens du Sud. Et ça, il l'a toujours fait. Et donc aujourd'hui, focaliser l'attention comme le font certains sur la place de Paris, sur Ntoumi, je pense que c'est déplacer le véritable problème qui est de détruire une région dans ses profondes racines, c'est-à-dire faire de telle sorte que les gens de cette région de Poul perdent leur racine qui est la terre. Un peuple qui perd sa terre, perd sa crédibilité, perd son âme. On le voit bien en Palestine. Pourquoi les Palestiniens se battent tant depuis des années? C'est parce qu'on leur a pris la terre. Aujourd'hui, c'est très bien que c'est le combat de la terre qu'ils mènent dans le sud, donc, notamment dans cette région de Poul. Donc pour moi, la présence de Ntoumi, c'est un phénomène qui est purement secondaire dans cette région. Et puis même, je dirais, par le passé, Sassou était au pouvoir, il s'accommodait bien de la présence de Ntoumi. Ntoumi ne le gêne pas, il a les manettes de pouvoir au Congo pour rendre
aux Congolais une vie heureuse, pour qu'ils aient des hôpitaux, pour qu'ils aient des écoles, pour qu'ils aient des routes. Ntoumi ne le gêne pas. On parle maintenant aujourd'hui des naufragés des entreprises qui sont liées au pétrole à Pointe-Noire. Plus de 50 000 personnes sont au chômage. C'est pas Ntoumi qui les a provoqués. Donc n'allons pas chercher les problèmes ailleurs. Ntoumi, pour moi, c'est un phénomène secondaire. Et au regard de ce qu'il a fait, Ntoumi même parti capturé, il y aura d'autres Ntoumi qui vont naître parce que la haine, l'esprit de vengeance va rester auprès de ces enfants-là qui ont perdu leur père, qui ont perdu leur mère dans cette guerre. Lorsque vous parlez d'esprit de vengeance, on peut le comprendre, mais est-ce que demain on pourra construire ce pays-là avec cet esprit de vengeance? Est-ce qu'il n'est pas mieux aujourd'hui de dialoguer, comme l'a suggéré le représentant de l'ONU, M. Fall, à Brazzaville, qui appelle les hommes politiques congolais, en tout cas les forces vives de la nation congolaise, à aller dans une espèce de dialogue avec M. Denis Sassou Nguesso? Oui, mais là aussi, moi, j'ai écouté sur RFI François Fall, le représentant des Nations Unies, et après son interview, je me dis, mais quelle méconnaissance de la réalité congolaise. Comment peut-on partir à un dialogue avec un système qui n'a pas la capacité de dialoguer? Dialoguer, c'est une capacité qui n'est pas donnée à tout le monde. Dialoguer, c'est échanger. Dialoguer, c'est être aussi à l'écoute de l'autre. Dialoguer, c'est après cheminer ensemble dans un canevas qu'on va tracer. Mais ce n'est pas le cas. Le dialogue chez Sassou, c'est comme le dialogue du lion. Le lion aussi aime le dialogue, mais sauf que le lion, lui, quand les autres en parlaient, il prend la parole en dernier et plus personne ne doit plus parler après lui. Ça, c'est le dialogue du lion et c'est ce dialogue qu'il applique au Congo. Mais ça ne peut pas marcher. Et d'autant plus que lui aussi, il a plusieurs méfaits. Il doit répondre aussi de certaines de ses responsabilités aussi depuis qu'il fait la politique au Congo. Depuis 1977, depuis les disparus du Beach, on ne peut pas aller dialoguer avec quelqu'un qui a autant de méfaits sans casier judiciaire au Congo. Véritablement, Denis Sassou Nguesso est très lourd. Est très lourd. Justin Malonga sur Congo Liberty, comme vous le constatez, le débat est passionné, mais nous arrivons à la fin de notre émission. Est-ce que vous avez un mot à rajouter? Est-ce que vous avez plutôt un appel à faire? Mais mon appel s'adresse à tout le peuple congolais, à tous mes compatriotes, de prendre conscience des véritables enjeux du Congo. Aujourd'hui, le drame qui se noue, je dis le drame de la région de Poule, n'est pas que la région de Poule. Le Congo est une république indivisible. Elle est une et indivisible. Et on ne peut pas accepter qu'une région du Congo, depuis un an, soit martyrisée sans que cela ne concerne d'autres parties du Congo. Et c'est là, moi, je demande à tous mes compatriotes, notamment du nord du pays, de Sonké jusqu'à Loandjili, que tous les Congolais se mobilisent pour la cause au moins des enfants du Sud. Nous tous, nous sommes parents. On ne peut pas accepter que tu sois à Ouesso, que tu sois à Makwa, que tu sois au Rwando, voir des petits-enfants qui sont dans la forêt, qui n'ont rien à manger. Et on ne peut pas rester indifférent. On ne peut pas rester indifférent. Et je pense que j'en appelle à tous les ressortissants du Congo, et même sur la place de Paris. Il n'est pas question de dire oui, mais parce que moi je suis de telle région, je ne suis pas concerné. Non, votre silence est coupable. Qui ne dit mot consent, comme si vous tous, vous êtes consentants de méfaits de Denis Sassou Nguesso. Je sais très bien que mes compatriotes du Nord, nombreux sont de très bonne volonté, qui n'acceptent pas. Mais j'en appelle à tous ces amis-là, à tous mes compatriotes du Nord, et notamment d'embraser le Congo, de prendre aussi en compte les souffrances des enfants du Sud, du Poule notamment, pour que ce combat-là soit effectif. Parce que si ça reste circonscrit tout simplement dans le Poule, ça n'aura aucun effet. Et d'ailleurs, c'est là où je terminerai par, c'est pas à titre anecdotique, ce qui s'est passé pendant l'Allemagne nazie, où un monsieur dans son quartier, on venait arrêter tous les jours des gens d'origine juive, et lui il regardait devant sa porte, il dit oh je ne suis pas concerné, oh c'est mon voisin, je ne suis pas concerné, et un beau jour on vient frapper à sa porte, lui qui s'ignorait avoir aussi des origines juives a été dénoncé et finalement on va le prendre. Ah, il était surpris. Et là, il s'est souvenu en disant ah, mais si dès qu'on avait pris le premier juif de ma ville, si je m'étais battu, peut-être moi aujourd'hui je ne serais pas pris. Donc c'est la leçon que je donne à tous mes compatriotes
d'autres régions du Congo de se dire aujourd'hui c'est le pôle, mais demain ça pourra être votre région. Je vous remercie. Aujourd'hui c'est le pôle, demain ça pourrait être votre région. Mobilisez-vous, tels sont les mots de la fin de M. Justin Malonga, qu'on va de nouveau appeler sur Congo Liberty, en tout cas inviter sur Congo Liberty dans quelques semaines. J'espère que vous serez disponible. C'est vrai que les vacances approchent. Je vous remercie très sincèrement d'avoir répondu à notre invitation et je vous dis à très bientôt. À très bientôt.